Bonjour et bienvenue dans ce qui constituera l'ultime séance, la cinquième du nom, de la séquence 3 de géographie du programme de quatrième consacrée, je vous le rappelle une dernière fois, au tourisme mondial et à ses espaces. Lors de la dernière séance, nous avons réfléchi ensemble sur ce qui distinguait de manière véritablement évidente les flux touristiques mondiaux des flux migratoires du travail que nous avions eu l'occasion déjà d'étudier lors d'une séquence précédente de géographie. Donc nous avions évoqué les flux touristiques, nous les avions décrits, caractérisés, chiffrés même, hein. Je vous rappelle, 1,2 milliard de touristes, mais on ne les avait pas situés sur une carte. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons poursuivre la mise en perspective, mais avec une carte à la clé. Grand E, la géographie planétaire des flux touristiques. Donc nous allons nous interroger sur les logiques géographiques, cette fois-ci, des flux touristiques planétaires. C'est-à-dire qu'on va raisonner à l'échelle du monde sur les foyers de départ, les foyers d'arrivée, c'est-à-dire en fait exactement les mêmes interrogations que pour les flux migratoires du travail, sauf que cette fois-ci, nous n'allons évoquer que les flux du tourisme. Avant toutefois de passer à la carte, je vous propose de regarder ce premier document qui est composé de deux séries de chiffres que j'ai empruntés à mon grand fournisseur de données qu'est Wikipédia. Vous avez le top 10 des destinations touristiques mondiales par nombre de touristes internationaux. Et vous avez deux tableaux parce que nous avons l'évolution entre 2007 et 2018. Donc je vous laisse regarder les deux tableaux. N'hésitez pas à me mettre sur pause si nécessaire pour être plus à l'aise pour les étudier. Si on regarde l'année 2007, on est aux alentours du milliard de touristes, hein. On ne les a pas encore tout à fait atteints, mais très clairement, on est dans une logique d'explosion du tourisme de masse à l'échelle mondiale. On se rend compte que la France est de loin, il y a un sacré fossé, hein, avec les autres. La France est de loin la première destination touristique mondiale. C'est pas une surprise, on l'avait déjà deviné lors de la séance précédente. Mais on voit surtout qu'à l'échelle mondiale, c'est l'Europe qui domine. Parce que la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal, heureusement que vous ne me voyez pas faire, je suis en train de compter sur mes doigts, ça fait 6 pays européens dans le top 10 mondial. Ça laisse assez peu de place pour la concurrence internationale. Vous avez donc les États-Unis qui atteignent le troisième rang pour l'Amérique du Nord. Et puis après, ben, c'est trois pays d'Asie, hein, la Chine, la Turquie. Alors la Chine, c'est plutôt l'Asie de l'Est. La Turquie, c'est plutôt l'Asie de l'Ouest, l'Asie mineure. Et la Malaisie. Bon, ça veut dire que dans le top 10, il n'y a pas de pays sud-américains. Pas à peine de chercher le Brésil, par exemple. Il n'y a pas de pays africains. C'est ce que ça veut dire. Et si on affine encore un peu le raisonnement, on se rendra compte que les pays qui sont en tête du classement sont des pays qui sont des pays méditerranéens, au moins en partie. La France, pour le sud du pays, l'Espagne,
deuxième pays en 2007 au monde. C'est le cas pour la Chine, pour l'Italie, pardon, excusez-moi, au 5e rang. Et même pour le Portugal, on pourrait presque dire, bien que ce ne soit pas tout à fait le climat méditerranéen, mais bon, c'est le sud de l'Europe qui domine. Et donc, on verra tout à l'heure sur la carte que la Méditerranée constitue un des premiers aimants à touristes, comme je les appelle, c'est-à-dire une des premières destinations touristiques au monde. Une dizaine d'années plus tard, en 2018, ce sont les chiffres les plus récents dont on dispose, eh bien, on se rend compte que finalement, les choses ne changent assez peu. La France est toujours première destination touristique, mais attention parce que le fossé s'est beaucoup comblé avec ces deux poursuivants que sont l'Espagne et les États-Unis. On a bien l'impression que la tortue espagnole ou américaine est en train de rattraper le lièvre français. Ceci dit, c'est le même classement 1, 2, 3, France, Espagne, États-Unis. En fait, si on compare, de mémoire, la Thaïlande a dû prendre la place de la Malaisie. Et puis le Mexique a rejoint les États-Unis dans le top 10 en lieu et place de je ne sais plus quel pays. Le Royaume-Uni a un peu reculé. Bon, mais grosso modo, nous avons affaire. Ah oui, c'est le Portugal qui a disparu du classement et qui a été remplacé par le Mexique. Peut-être grâce à Cancun d'ailleurs, hein. Et donc on voit que finalement plus ça change, moins ça change, que le top 3 est toujours aux mains de la France, de l'Espagne et des États-Unis, et que la domination de la Méditerranée est toujours assez manifeste. Alors, il est temps de passer à la carte, puisque c'est le document maître, la carte. En géographie, on ne peut pas s'en passer. Il faut partir de la carte et, si possible, finir sur la carte. Donc, vous avez ici, sous les yeux, avec une belle couleur verte, couleur de l'espoir, vous avez la carte planétaire du tourisme mondial. Vous avez à la fois les foyers de départ, ce qu'ils appellent dans la légende les foyers émetteurs, c'est-à-dire d'où partent les touristes. Vous avez les destinations, c'est-à-dire les foyers d'accueil ou d'arrivée. Ça, ce sont les aplats de couleur vert. Et puis, vous avez les flux, forcément, qui partent logiquement. Il n'y a même pas besoin de regarder la carte, mais vérifions quand même, qui partent des foyers de départ qui sont donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les carrés roses, et qui vont effectivement vers les aplats de couleur vert, donc vers les foyers d'accueil, d'arrivée. C'est parfaitement logique. Et on vous a rajouté, parce que ça doit avoir un certain intérêt, la traditionnelle, toujours très contestée, très contestable, mais ô combien indispensable, frontière entre les pays riches, les pays développés, le nord, et les pays qu'on appelle pudiquement en voie de développement, les pays pauvres, le sud. Si l'on analyse la carte en détail, on se rend compte que les foyers émetteurs, c'est-à-dire de là d'où partent les touristes, eh bien, ces foyers émetteurs sont au nombre de 3 essentiellement. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire États-Unis et Canada. L'Europe, particulièrement l'Europe de l'Ouest. Et un dernier foyer qui se trouve au Japon. Foyer un peu moins important, mais grand fournisseur
de touristes à travers le monde, hein. Il était de bon ton, il y a une vingtaine d'années, de se moquer des Japonais qui arrivaient par paquet de 50, c'est-à-dire le contenu d'un autobus de tourisme, et qui venaient s'agglutiner sous le portrait de la Joconde au Louvre, ou qui venaient admirer avec des téléobjectifs d'appareils photo gigantesques le lit de Louis XIV au palais de Versailles. Eh bien, le Japon constitue donc un troisième foyer émetteur, et on constatera sans difficulté que les foyers de départ essentiels sont au nord, c'est-à-dire des pays riches, parce qu'encore une fois, hein, c'est pas difficile à comprendre, pour partir en vacances, surtout pour partir en vacances loin, puisque ce sont les flux internationaux qui sont mis en avant, ben, si on veut changer de continent, qu'on prenne le bateau de croisière ou qu'on prenne l'avion, ça coûte cher. Donc c'est une activité pour riches. Mais il se trouve aussi que si on regarde des destinations, eh bien le nord prédomine là encore. En effet, les principales destinations, les pays qui sont en vert foncé, eh bien on trouve parmi ces destinations l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, qui est donc à la fois foyer émetteur, foyer d'accueil, l'Europe de l'Ouest particulièrement. On trouve aussi deux autres destinations qui par contre, elles, sont plutôt considérées comme des pays du Sud, des pays pauvres, même s'ils ne sont pas parmi les plus pauvres, hein, c'est le haut de gamme des pays du Sud, c'est-à-dire la Chine, qui est devenue au fil des années, depuis son ouverture sur le monde que l'on peut dater des années 1980, c'est pas si vieux, qui est devenue une valeur sûre, puisque la Chine était au 4e rang, je crois bien, en 2007, parmi les destinations touristiques mondiales, et qui est toujours à la même place 10 ans après. Alors évidemment, si la Chine devient l'épicentre des épidémies de coronavirus, ça pourrait impacter négativement la destination Chine, hein. C'est sûr que les touristes pourraient être tentés de ne plus venir pendant un certain nombre d'années. C'est possible, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, la Chine est devenue une grande puissance touristique parce que les Chinois ont compris que l'activité touristique, ça génère beaucoup d'argent. Comme les Mexicains d'ailleurs, qui sont devenus, grâce à la Riviera Maya, grâce à Cancun, grâce probablement aussi à Mexico, hein, qui est devenu aussi, le Mexique est devenu aussi une grande puissance touristique. Et là, comme la Chine, le Mexique n'est pas considéré comme un pays du Nord. Par contre, il faut bien reconnaître que du point de vue des destinations, le Sud s'en tire plutôt bien. Parce que même si ce n'est pas une destination majeure, vous avez des pays comme le Brésil, en Amérique latine, comme l'Argentine, qui sont des destinations de plus en plus prisées, de plus en plus choisies par les touristes du monde entier. Même l'Afrique, qu'on a toujours l'habitude de laisser de côté, hein, parce que souvent, il faut bien le reconnaître, hein, l'Afrique a une mauvaise image en termes de dynamisme et de développement, hein. C'est le continent le plus pauvre, vous le savez. Bon, et bien, évidemment, une bonne partie de l'Afrique est boudée par les touristes, c'est sûr. Mais néanmoins, il y a quelques pays qui s'en tirent très bien, qui ne sont pas dans le top 10, hein, mais qui sont au moins dans le top 30 pour certains. Vous avez le Sénégal, vous avez le Kenya, hein, rappelez-vous là, le safari photo qu'on a vu en publicité lors de la séance précédente. Vous avez aussi l'Afrique du Sud, bon, donc, et vous avez en Asie quelques pays comme la Thaïlande par exemple. Bon.
Mais il y a une dernière chose à voir, et c'est ce que nous montre la carte aussi, c'est que la mer a un rôle essentiel à jouer dans la logique des flux géographiques. Bon, vous me direz, pour une planète composée à 70% d'eau, c'était peut-être inévitable. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on voit apparaître sur la carte des grosses taches bleues cernées de traits en pointillés verts. Un qui est centré sur le littoral atlantique, sur le nord-est des États-Unis. L'autre qui est centré sur l'Europe et qui englobe la Méditerranée, l'Atlantique, la mer du Nord, et un autre sur la mer de Chine. Et bien tout simplement parce qu'une bonne partie des touristes vont passer leurs vacances, partent faire du tourisme au bord de la mer. Je pense que vous ne m'avez pas attendu pour le deviner. Nous l'avons en effet observé lors de la séance inaugurale de notre séquence dédiée au tourisme. La plage, le littoral, ça a été le premier espace conquis, si je puis dire, par l'homme dans le cadre de l'activité touristique. Ça a été le premier espace mis en valeur et dédié pour les touristes. Et ce qui était vrai de la côte normande du milieu du 19e siècle est encore plus vrai aujourd'hui, sauf que on ne se masse plus sur les plages de Normandie ou de Méditerranée seulement, mais on va également allonger sa serviette contre celle du voisin ou de la voisine dans le bassin des Caraïbes, hein, sur les littoraux des Caraïbes, les Antilles par exemple, Cancun bien sûr, mais aussi en mer de Chine, parce que les Asiatiques ont eux aussi, les Chinois notamment, ont eux aussi découvert le tourisme de masse, récemment certes, hein, peut-être que c'est seulement depuis les années 1990, ça fait peut-être 20 ou 30 ans, mais les Chinois ont aussi pris goût aux plantées de parasols dans le sable, et ils contribuent eux aussi à la massification du tourisme sur les littoraux. Mais justement, puisque l'on parle des espaces modifiés par le tourisme, n'oublions pas que la moyenne montagne, la haute montagne, c'est-à-dire à une altitude supérieure à 2000 mètres, a également été colonisée et transformée par l'activité dite des sports d'hiver, qui, comme son nom l'indique, se déroule l'hiver parce qu'on retrouve les trois atouts de la montagne nécessaires à l'activité de sport d'hiver, c'est-à-dire l'altitude, la pente. Bon, ces deux atouts, on les a aussi l'été, hein, mais ce qui fait la différence, c'est évidemment l'enneigement. Et donc, le tracé des pistes de ski, la mise en place d'équipements comme les remontées mécaniques, comme les hôtels pour les skieurs, les touristes. En fait, on a installé dans les montagnes, les moyennes montagnes et parfois à 2000 mètres, donc en haute montagne, des stations, alors qui ne sont plus des stations balnéaires évidemment, mais ce sont des stations de montagne qui ressemblent un peu quand même, du point de vue logique, à Cancun. Mais Cancun à 2000 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, puisque l'on parle de la montagne, on constate que l'homme cherche à coloniser tous les espaces possibles
Et on a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, cette photo absolument incroyable qui nous montre un véritable embouteillage d'alpinistes. Bien qu'on ne soit pas dans les Alpes, on est sur les monts de l'Everest, c'est-à-dire la chaîne himalayenne. Vous savez, cette chaîne de montagnes qui constitue le toit du monde, qui est la plus haute montagne qui dépasse les 5500 mètres d'altitude et qui se trouve située entre la Chine et l'Inde en Asie. Eh bien, même si on ne peut pas dire que cette activité d'alpinisme soit ouverte à tous, hein, parce qu'il faut des qualités physiques surhumaines, et là on a affaire à une activité qui en plus est notoirement dangereuse, eh bien vous voyez que même le toit du monde est en passe d'être colonisé par le tourisme de masse. Avec comme effet secondaire une pollution, alors qui n'est peut-être pas du genre du volume de sel observé à Cancun. On n'est peut-être pas encore à 700 tonnes de déchets par jour sur le toit du monde, mais la pollution laissée par les déchets laissés par les alpinistes commence à poser problème, même dans cette région. La campagne et la moyenne montagne sont aujourd'hui également devenus des cœurs de cible du tourisme. Ce qu'on appelle le tourisme vert, avec une certaine connotation environnementaliste, une certaine conscience écologiste, c'est-à-dire cette volonté qu'ont les urbains de fuir la ville polluée, ses embouteillages, son surpeuplement, pour venir se ressourcer dans un cadre naturel authentique, hein, celui de la campagne. Voilà. Eh bien, l'un des enjeux de ces espaces plutôt authentiques et plutôt préservés, comme peuvent l'être les monts du Cantal ou la chaîne des Puys dans le Massif central. L'enjeu, c'est de permettre des activités touristiques, sportives, comme les randonnées, comme les promenades à vélo, voilà, sans dénaturer les lieux, sans les défigurer, sans, comment dirais-je, que le tourisme de masse ne vienne s'installer dans ces paysages et ne vienne les polluer. Il y a un juste équilibre très fragile. Mais tous les touristes ne recherchent pas un cadre authentique et préservé. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que, et vous le saviez sans forcément vous en rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des espaces touristiques complètement artificialisés. Alors Cancun l'est déjà en partie, hein, parce que les hôtels de luxe, les piscines, les golfs, dont on fait pousser le gazon de force en enfouissant des tonnes et des tonnes d'engrais dans les nappes phréatiques, bon, tout ça, ça n'est pas très naturel. Mais au moins, le cadre, c'est-à-dire le lido, hein, le littoral, la mer des Caraïbes, ça, au moins, c'est quand même naturel, même si c'est menacé par l'activité de tourisme de masse, même si c'est menacé par l'homme. Mais on a des espaces qui sont 100% à 100% artificiels, artificialisés. C'est ce qu'on appelle parfois du tourisme hors sol, c'est-à-dire qu'on l'implante là, on pourrait l'implanter ailleurs. Je pense par exemple à tout ce qui est parc d'attractions. Notamment, le meilleur exemple, vous l'aurez reconnu, c'est évidemment les Disneyland, hein, que ce soit
les Disneyland américains, Euro Disney à Marne-la-Vallée dans la région parisienne, ou le Disneyland de Tokyo par exemple, sont des espaces, alors là, totalement factices, mais qui sont totalement dédiés au tourisme de masse. Il n'y a qu'à voir la foule qui s'agglutine pour la grande parade de Mickey, Donald et ses amis. Enfin, dernier espace auquel on ne pense pas toujours, et pourtant c'est peut-être aussi parce que nous on n'est pas des Parisiens, la ville. La ville qui a longtemps été justement le repoussoir. La ville dont on s'échappait le temps des vacances, que l'on subissait tout le reste de l'année, avec encore une fois ses embouteillages, ses loyers très chers, sa grisaille quotidienne. Bon, on prenait un bon bol d'air à la plage, à la montagne, peu importe, à la campagne, et on revenait à la ville, mais la ville n'était pas forcément vécue comme un espace touristique. Or, les villes aussi ont compris que les touristes ne demandent qu'à venir, surtout si on peut concilier le tourisme et le shopping. Donc prenez une ville comme Paris, mais aussi une ville comme Londres ou Rome, ou New York, qui possède un patrimoine historique particulièrement riche et qui peuvent aussi proposer des boutiques où on vendra des produits de luxe. Eh bien, ces villes-là vont devenir des espaces pour le tourisme de masse. Et une ville très touristique, on la reconnaît au bus de touristes qui la sillonnent en long, en large et en travers, hein, comme sur cette photographie. Des bus qui sont souvent même décapotables, hein, donc il vaut mieux pas qu'il pleuve ce jour-là. Selon le principe du hop-on, hop-off, c'est-à-dire que on monte dans le bus pour faire le tour de la ville sans se donner la peine de se fatiguer à marcher. On passe juste devant les monuments et puis une fois qu'on en a assez ou une fois qu'on a fini, hop, on sort du bus et on va ailleurs. La ville, nouvel espace touristique et qui prend sa revanche finalement. Alors, on s'est un peu éloigné de la carte le temps de vous faire réfléchir sur la grande diversité des espaces touristiques de masse, mais il faut maintenant revenir à la carte afin d'en finir avec notre séance. Donc normalement, sur votre ONT, vous devez disposer du fond de carte suivant. Donc c'est un planisphère alors de projection polaire, hein, je vous en ai déjà expliqué le fonctionnement. Imaginez que vous voyez la planète Terre à la verticale du pôle nord. Donc ça a l'avantage de centrer la carte sur l'Europe. L'Europe, l'Afrique en particulier sont parfaitement à leur place et j'allais dire ne sont pas modifiées par rapport aux projections cartographiques classiques à plat que vous avez l'habitude de voir en général. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'évidemment, les autres continents, on a l'impression qu'ils partent un peu sur les côtés, là, que ce soit les Amériques ou que ce soit l'Asie, l'Océanie. Mais je vous le rappelle, hein, cette carte n'est pas plus fausse ni plus juste que les représentations cartographiques à plat. Commençons par replacer quelques éléments de repérage. Ça sera bien utile avec cette projection polaire. Donc les repères maritimes, océaniques. Donc l'océan Pacifique à replacer 2 fois, l'océan Atlantique entre les Amériques et l'Afrique et l'Europe, et l'océan Indien qui sépare l'Afrique de l'Asie et de l'Océanie. Si vous avez besoin, mettez-moi sur pause le temps de faire le travail soigneusement. Ajoutons à ces repères
Les principaux bassins touristiques, il y en a 3, je les ai cités rapidement tout à l'heure. La mer des Caraïbes, la mer Méditerranée, qui historiquement fut le premier bassin touristique mondial, et le plus récent, le littoral de la mer de Chine, de l'Indonésie jusqu'aux portes du Japon. Ajoutons à cela les pays constituant les principales destinations touristiques. Donc sans surprise, l'Europe de l'Ouest, puisque je vous rappelle quand même que la France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, certaines années, l'Allemagne sont dans le top 10 mondial. Ajoutons le numéro 2, les États-Unis. Et puis ajoutons le Mexique et la Chine, plus, bon, on voit apparaître la Thaïlande par exemple. Bon, mais ça, c'est pas la peine de les noter pour l'instant. Alors après avoir colorié les pays constituant les principales destinations touristiques, on peut malgré tout rajouter des régions mondiales, donc l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est. Il est temps de faire apparaître les principaux foyers émetteurs qui en fait sont presque les mêmes que les foyers d'arrivée, c'est-à-dire qu'on retrouve l'Amérique du Nord, on retrouve l'Europe de l'Ouest. Alors par contre, si un pays qui n'est pas une des destinations majeures, il faut bien le reconnaître, mais qui est par contre un grand foyer émetteur, c'est le Japon. Quand un Américain se rend en Europe, ou quand un Japonais vient visiter l'Europe ou les États-Unis, on est dans une logique de flux de tourisme internationaux nord-nord. Et ces flux touristiques nord-nord sont particulièrement importants. C'est pas un hasard, les pays du Nord sont des pays riches, sont des démocraties en général, où les libertés et les droits sont assurés, des pays qui en général sont en paix. Ce sont des atouts qui attirent les touristes, surtout de pays qui sont eux-mêmes des démocraties, des pays riches et des pays en paix. C'est rassurant. Mais les touristes du Nord, c'est-à-dire les Canadiens, les États-Uniens, les Européens, les Japonais, se rendent aussi parfois, souvent, régulièrement, dans les pays du Sud. Les États-Uniens se rendent régulièrement au Mexique. On l'a vu avec les Spring Breakers de Cancun. On voit, ou dans les Caraïbes, on voit aussi les Européens franchir la Méditerranée pour se rendre au Maroc, en Égypte ou en Tunisie. Enfin, quand ces pays ne sont pas déstabilisés par le terrorisme. Et puis, on voit des Japonais ou des Chinois ou des Australiens se rendre en Asie du Sud-Est, en Indonésie par exemple, en Thaïlande. Bon. Et là, on a affaire à des flux nord-sud.
sans oublier les flux touristiques sud-sud, c'est-à-dire des Argentins qui vont par exemple passer des vacances chez leurs voisins chiliens ou qui vont passer des vacances chez l'ennemi brésilien. Je dis ennemi entre guillemets parce que vous le savez certainement, entre l'Argentine et le Brésil, c'est pas l'amour fou, en particulier sur le plan footballistique. Bon, mais ça n'empêche pas les Argentins d'aller passer des vacances au Brésil quand même. Vous avez des riches Africains du Sud. Bon, quand ils vont pas en Europe par exemple, ben pourquoi pas aller faire un safari photo au Kenya. On reste en Afrique. C'est un flux sud-sud, par exemple. Alors, les flux sud-nord existent-ils? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Est-ce qu'on a des gens du sud qui vont passer des vacances au nord? On pourrait se dire, bah non, les gens du Sud, ils sont trop pauvres pour aller passer des vacances au Nord. Eh ben, pensez aux Saoudiens, aux Koweïtis, par exemple, aux Émiratis, qui viennent acheter des sacs à main Vuitton ou des bijoux en or dans les boutiques des Champs-Élysées à Paris. Si, il existe effectivement des riches touristes venus du sud et qui viennent passer leurs vacances dans les pays du nord parce que le sud c'est pas uniquement que des miséreux et que même si les pays du Golfe même si les pays de l'or noir ne sont pas considérés comme des pays riches, leurs habitants sont très riches et ont largement les moyens d'aller passer des vacances dans les pays du nord. Mais j'ai choisi de ne pas les représenter sur la carte parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et que ça aurait tendance à compliquer inutilement la carte. Voilà, et bien écoutez, on en a fini. Et puis voilà, j'espère que la séance vous aura intéressé, que la séquence elle-même vous aura intéressé, parce que ben, voilà, maintenant elle est terminée. À bientôt pour de nouvelles aventures, probablement historiques, sait-on jamais. À la prochaine fois.